tout le monde, bienvenue. Alors, au mois de mars, je m'étais donné une petite consigne de lecture qui était de ne lire que des autrices et je l'ai fait pendant tout le mois, mais le temps passant, je n'ai pas eu le temps de tourner la petite vidéo pour vous les présenter, donc je ne le fais que maintenant. Je ne sais plus au total combien de livres j'ai lus, je ne m'en rappelle pas, mais je vais vous les présenter ici. Et le tout premier, c'est celui-ci. Première découverte de cette autrice pour moi dont j'ai très peur d'écorcher le nom. Alors c'est donc Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk, peut-être qu'on prononce pas comme ça, c'est fort possible, qui a obtenu un prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Et celui-ci, c'était donc ma première découverte puisque je n'avais encore rien lu d'elle. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé son style élégant, inspiré. Et l'histoire m'a beaucoup parlé. On suit une vieille femme qui vit dans sa maison près de la frontière tchèque, dans un petit village un peu paumé. Et cette vieille femme, c'est une écologiste convaincue, c'est une amoureuse de la forêt, des animaux. Elle vit seule depuis que ses deux chiennes ont disparu et cette disparition lui a causé une profonde angoisse, une profonde tristesse. Elle vit malheureusement pour elle dans un village où tous ses voisins sont des chasseurs et elle abhorre la chasse, vraiment ça la répugne, elle ne comprend pas. Et ça aussi c'est assez difficile pour elle, cette compagnie d'hommes qui n'hésitent pas à dégainer leurs fusils pour aller tuer la faune locale. Voilà. C'est encore un grand sujet de contrariété pour cette femme. Et à un moment, elle va découvrir avec son voisin qu'un autre homme de leur entourage est mort dans sa cuisine. Il le retrouve inanimé sur le sol, un os coincé dans la gorge, un os de biche. Et cet homme était un chasseur qui chassait régulièrement les biches. Et d'ailleurs, il y a sur le rebord de sa fenêtre la preuve d'une chasse récente. Et dès ce moment-là, donc Janina, la vieille femme qui a l'habitude d'envoyer des lettres à la mairie pour dénoncer la chasse, etc., va commencer à alerter les autorités sur le fait que les animaux se vengent et que son voisin est peut-être la première victime de cette vengeance de la nature. Donc au début c'est une intuition, elle partage ses réflexions, puis une deuxième personne meurt, donc le commandant de la police locale, dans des circonstances assez étranges, et Janina est persuadée que c'est encore une fois la vengeance des animaux, puisque évidemment lui aussi était chasseur et fermait les yeux sur les activités des braconniers, etc. Et en fait, plus le nombre de victimes augmente, dans des circonstances encore assez bizarres, plus Janina va étaler sa théorie sur la vengeance des animaux, etc. Et hormis une poignée de personnes qui lui sont proches, qui la regardent avec indulgence parce que voilà, elle est un peu excentrique, tout le monde la prend pour une vieille folle, personne ne la prend au sérieux. Alors qu'elle essaie d'apporter des preuves et des preuves et des preuves, elle est férue d'astrologie et donc elle va jusque dans le bureau de police pour prouver que le thème astral des victimes comportait cette information dès le départ qu'ils seraient tués, que leur meurtre aurait un lien avec la nature et les animaux. Enfin bref, elle essaie de toutes ses forces. Il n'y a pas grand monde qui la croit et donc on va suivre cette histoire, essayer de rassembler les morceaux du puzzle pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est la question éthique et morale que ça pose sur la valeur de la vie. Est-ce que la valeur de la vie de quelqu'un qui torture ses propres chiens, qui chasse pour le plaisir sans se réguler, sans se mesurer, qui est profondément cruel et gratuitement envers la nature, envers les animaux, est-ce que sa vie a réellement plus de valeur du simple fait qu'il soit humain que la vie d'une biche, d'un renard, d'un chien, etc. Donc c'est très intéressant, moi c'est des questions qui me touchent beaucoup, que je trouve très pertinentes, parce que effectivement je suis pas sûre en fait que la vie des humains vale énormément plus que la vie des animaux et qu'on puisse du coup en faire n'importe quoi et se comporter comme si les animaux étaient des jouets ou des sous-êtres. Donc c'est des questions qui m'ont beaucoup touchée. Vous allez sûrement entendre les petites papates de mon chien d'ailleurs qui est allé se coucher ailleurs.
Voilà, une lecture que je vous recommande si vous ne connaissez pas cette autrice ou si vous n'avez pas lu ce titre d'elle en particulier, que j'ai trouvé très pertinent, avec un personnage principal assez savoureux, donc cette vieille dame très excentrique qui moi m'a beaucoup plu. Donc c'était la première lecture du mois de mars. Et la seconde, je ne l'ai pas avec moi, donc je vous mettrai une image quelque part. C'est un livre de Maya Angelou, qui est une figure assez importante de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains, qui a écrit beaucoup de livres, dont, alors je ne sais pas si tous sont autobiographiques, mais une bonne partie en tout cas l'est. Et celui que j'ai lu s'appelle « Rassemblez-vous en mon nom », où Maya Angelou parle de la période entre ses 17 et ses 19 ans, quand elle est toute jeune mère, donc elle a un fils qui est encore bébé, et elle va nous raconter tous les déboires, tous les petits boulots qu'elle a fait pour s'occuper de son fils, acquérir une indépendance financière, s'occuper d'elle-même par ses propres moyens. Et c'est assez aventureux comme vie, dirons-nous, puisque elle a enchaîné donc les petits boulots plus ou moins légaux. Elle a enchaîné des périodes d'opulence où elle gagnait beaucoup d'argent, avec des périodes où elle était un peu au fond du trou à ramer pour ne pas être dans la misère. Et c'est vraiment un portrait d'une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a plusieurs cordes à son arc, puisque elle trouve toujours moyen de se débrouiller pour se faire de l'argent, pour se faire des relations qui vont pouvoir l'aider. Elle raconte aussi la rencontre avec certains hommes qu'elle a aimés, qui ne se sont pas forcément attachés, donc ont vécu une histoire avec elle, mais sont ensuite retournés à leur fiancé ou leur petite vie. Et donc Maya Angelou a eu, elle, déjà plusieurs vies entre ses 17 et ses 19 ans. Elle a été cuisinière, prostituée, maquerelle, directrice de restaurant, revendeuse de vêtements volés, chauffeuse, enfin voilà, une carrière assez étonnante. Et elle va aussi donc nous partager ses expériences de jeune mère, puisque c'est son premier enfant et elle est très jeune. Et d'ailleurs, il lui arrive aussi des espèces de petites catastrophes dont elle se sort. Mais à un moment, son fils se fait kidnapper par la nounou. Enfin voilà, c'est un témoignage sur une vie de jeune adulte très atypique. Et c'est toujours intéressant puisque ça dessine déjà les contours de la personnalité d'une femme qui va toujours aller jusqu'au bout de son combat, qui va pas se laisser faire par la vie et qui a une volonté d'exister, quoi, de ne pas être une anonyme écrasée par le destin, mais qui prend les choses en main. Donc c'était très intéressant. Je ne connaissais pas Maya Angelou non plus, ou juste de réputation, donc c'était le premier livre d'elle que je lisais. Et oui, ça m'a pas mal intéressée, donc j'ai envie de creuser et de lire d'autres livres d'elle un peu plus tard pour voir justement après cet épisode qu'est-ce qui s'est passé et comment elle s'en est sortie. On enchaîne avec un livre que j'ai adoré, qui est La Cité diaphane d'Anouk Faure. Encore une autrice que je ne connaissais pas, donc ça tombe bien, j'en découvre plein. Je ne sais pas si c'est son premier roman d'ailleurs, peut-être, je sais plus. Donc La Cité diaphane, qui est paru aux éditions Argile, c'est de la fantaisie noire, un genre que j'aime beaucoup beaucoup. Et celui-ci, je suis vraiment ravie de l'avoir découvert parce que ça m'a embarquée dès les premières pages et j'ai enchaîné sans trop pouvoir m'arrêter. Le livre est construit en 2 parties, assez différentes dans leur ambiance, et ça nous raconte l'histoire d'une cité qui fut autrefois prospère, flamboyante, qui fut un véritable pôle religieux. Donc cette cité s'appelle Roche-Étoile, elle est construite au milieu d'un lac, et la religion prédominante est celle de la déesse sans visage, donc qui possède un magnifique temple à son effigie au centre de la cité. Mais quelque chose s'est passé, la cité a complètement périclité, elle est aujourd'hui à l'abandon et elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, donc un déclin dont on ne connaît pas l'origine, nous, au début. Et on va suivre un archiviste qui est envoyé par une province un peu plus loin, qui se rend dans la cité pour comprendre ce qui s'est passé pendant ces derniers jours et essayer d'éclaircir un petit peu ce mystère.
Il s'attend à trouver une ville totalement morte, avec uniquement des ombres et des vieilles pierres, et il va être assez étonné de constater qu'il reste de la vie entre ces murs, donc assez peu effectivement, mais il reste des habitants qui sont quand même pour le moins mystérieux. Et il va assez vite faire la rencontre d'une chevaleresse qui est là pour honorer sa déesse, donc la déesse sans visage, et pour redonner à Roche-Étoile sa grandeur d'antan. C'est une mission qui lui tient extrêmement à cœur. Si elle doit en mourir, ça n'a aucune importance, mais elle entend bien restaurer la grandeur d'antan de cette cité. Donc nos deux personnages vont s'allier, essayer de partager quelques informations pour mener à bien leurs missions respectives. Et là, on est entraîné dans tous les secrets, tous les mystères qui entourent cette cité. Et on n'est vraiment pas au bout de nos surprises, parce que des mystères, il y en a quand même pas mal. Et comme je vous le disais, on est dans une fantaisie noire, donc ça va être des complots, ça va être des trahisons, ça va être de la magie destructrice, dangereuse, etc. On va comprendre petit à petit les tenants et aboutissants de toute cette histoire qui a l'air assez emmêlée, assez obscure. Et on a aussi nous en tant que lecteur, lectrice, on se fait un peu balader dans les secrets qui entourent cette ville, et on va essayer de démêler le vrai du faux et de comprendre qui parle vrai ou qui nous embobine. Donc c'est très 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 chouette, moi j'ai adoré. Le petit plus qui est très sympa, c'est que Anouk Faure est aussi une artiste graphique de talent, et elle a illustré son propre livre, donc je vais vous en montrer un exemple parce que je trouve ces illustrations magnifiques. Un petit exemple, hop, que je vais prendre au début du livre, comme ça en plus je ne vous spoile rien. Voilà. Alors j'espère que la mise au point se fait, que vous voyez bien, mais voilà, c'est superbe. En fait, ça rappelle un peu les gravures de vieux livres de contes par exemple. Voilà. Donc très très bon roman, et je sais que Anouk Faure fait aussi des illustrations pour les couvertures des livres des éditions Calidor qui sont très très belles. Donc une artiste complète à découvrir. Donc le prochain, je ne l'ai pas non plus, je le mettrai quelque part par là. C'est pas un roman, c'est un récit autobiographique que j'ai trouvé très très intéressant. C'est donc l'histoire de Faouzia Zouari qui va nous raconter son enfance. Donc elle naît dans un petit village tunisien, un petit village rural dans les années 50-60. Et elle est la première fille de sa famille à accéder aux études supérieures. Elle a des frères et sœurs, et aucune de ses grandes sœurs n'a eu la chance qu'elle a eue de poursuivre ses études. Donc elle nous raconte ça en introduction, mais tout ce qui va se passer dans ce récit, ça se passe avant. C'est quand elle est encore petite, et c'est avant qu'elle accède à ses études supérieures. Elle va nous raconter le quotidien dans son village, son éducation qui est très fidèle aux vieux principes, aux vieilles traditions, puisque sa mère est la garante de l'ordre à la maison. Et qu'évidemment, elle n'élève pas ses garçons comme elle élève ses filles, et il y a une énorme différence, il y a un fossé entre le quotidien de Faouzia et le quotidien de ses frères. Donc elle va un peu nous parler de tout ça, de comment se passe une éducation dans la Tunisie de ces années-là, et comment, mine de rien, donc les colons français viennent de partir, et certaines personnes au sein du village regrettent un peu cette présence, donc regrettent pas spécialement l'occupation du territoire ou quoi, mais regrettent l'échange avec l'étranger et un certain progrès qu'amenait l'Occident, tandis que d'autres sont ravis que les Français aient fiché le camp et les laissent tranquilles. Mais on sent quand même qu'on est à une période un peu charnière où deux mondes s'affrontent, donc le monde des traditions tunisiennes, ancestrales, etc. et le progrès qui petit à petit s'immisce dans les foyers, quand bien même il y a de la résistance, de la méfiance, de l'incompréhension de la part de certains villageois. Mais il y a quand même quelque chose qui est en marche, donc avec par exemple le premier poste de télévision que va acquérir je crois que c'est une tante de Faouzia, où au début tout le monde se demande qu'est-ce que c'est que ce truc, et est-ce qu'elle
Est-ce qu'elle ne se la raconte pas, machin, est-ce qu'elle veut pas se faire passer pour une citadine, machin. Donc au début cette tante est un peu l'objet de moquerie ou de méfiance, et puis bon, petit à petit on se rend compte que la télévision c'est quand même vachement intéressant, il y a des images qui bougent et on voit l'étranger depuis sa propre maison, donc c'est incroyable. Et voilà, bah, c'est l'acquisition des premières voitures aussi. Donc tout ça marque quand même un changement d'époque qui va bouleverser un petit peu ce petit village. Donc je vous conseille vraiment de vous plonger dans ce livre, c'est toujours intéressant je trouve, moi j'aime beaucoup les livres qui vous ouvrent une porte sur d'autres vies que la vôtre et dans d'autres cultures, dans d'autres circonstances, ça nous permet de nous décentrer un petit peu et puis de voir que notre façon de vivre, nos traditions, notre enfance, notre culture, c'est une parmi des milliers d'autres et que voilà, il y a énormément de façons de faire, il y a énormément de façons d'appréhender les choses. Donc c'est toujours très enrichissant. Moi c'est en tout cas des livres pardon, que j'aime beaucoup lire. Donc voilà pour Par le fil je t'ai cousu. Et je commence à perdre ma voix mais pourtant j'ai pas terminé. Donc, le prochain livre que j'ai lu, je ne l'ai plus non plus, je vous mets la couverture. C'est un joli partage d'expérience que j'aime beaucoup parce que déjà le thème m'attirait de base, tout ce qui est vie en solitaire, dans la nature, expérience un peu extrême de la solitude. Moi je me régale avec ces récits. Donc là, on va suivre une femme qui, pour faire le deuil d'une relation amoureuse et pour se préparer à vivre en van aménagé, va décider de passer 1 an dans une caboulotte. Donc c'est un condensé de cabane et roulotte, et vous le prenez, ça fait un seul mot. Elle va donc nous raconter au fil des mois, donc chaque chapitre équivaut à 1 mois, son expérience dans ce petit habitat très minimaliste, puisque c'est tout petit. Elle vit sur un terrain aménagé pour recevoir d'autres habitats minimalistes, mais lorsque le récit commence, on est en septembre je crois, et les derniers touristes sont partis. Donc elle s'apprête à entamer cette nouvelle existence d'1 an totalement seule, même si elle fera quand même, parce qu'il faut bien qu'elle travaille, elle ne peut pas rester en permanence dans sa caboulotte, elle fera de temps en temps des allers-retours en ville pour donner une conférence, un atelier, mais globalement elle va vraiment essayer de passer cette année en solitaire dans la nature. Et elle va nous partager donc son sorte de journal de bord, en fait, ses réflexions, ses expériences. Et parfois la solitude va lui être très douce. Elle va vraiment apprécier, se recentrer sur l'essentiel, pouvoir se concentrer, pouvoir travailler, contempler dans le silence, avoir une relation privilégiée avec les animaux qui l'entourent, avec la faune et la flore. Et d'autres fois, la solitude va lui peser un peu plus, va être source d'angoisse, d'autant que elle fait régulièrement des cauchemars qui la ramènent à un épisode douloureux de son passé. C'est assez flou, mais on essaie de comprendre petit à petit ce qui a pu se passer pour elle. Donc voilà, c'est une expérience qui est tantôt exaltante et fantastique, tantôt assez difficile à supporter, on l'imagine bien. Mais voilà, c'est vraiment je trouve que c'est un beau récit, l'écriture est très poétique, on a beaucoup de sympathie je trouve pour cette femme qui, malgré une rupture qui a l'air d'avoir été difficile, dont elle se remet au début voilà, assez lentement, a quand même poursuit sa vie avec un grand projet, parce qu'elle, son projet de base c'est de partir en van aménagé autour du monde, mais elle prend cette année pour s'y préparer, pour ne pas être prise au dépourvu, partir avec son van et s'apercevoir au bout de 2 mois qu'elle supporte pas la solitude par exemple, ce qui est, je trouve, du coup une bonne méthode. Mais voilà, c'est très touchant, c'est émouvant, c'est joli, voilà, je vous le conseille. J'ai lu ensuite un roman chinois, donc chez Piquier, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le courage des oiseaux migrateurs, couverture quelque part, et qui nous raconte l'histoire de Noiro, qui est un homme d'une 40aine d'années, je crois, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, qui a perdu la mémoire suite à un accident, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, une rencontre avec un tigre apparemment, qui a été absolument effrayante. Et s'il s'en est sorti, c'est grâce à la protection, dit-il, d'un sublime oiseau qui l'aurait protégé de ses ailes et qui aurait fait fuir le tigre. Donc depuis, Noiro voue un grand respect aux oiseaux, quels qu'ils soient. Et il travaille tous les étés
dans la réserve ornithologique qui voit le retour des oiseaux migrateurs du sud vers le nord. Et donc il prodigue un grand soin à tous ces oiseaux, il s'en occupe avec énormément d'attention et d'amour. Et il a un supérieur, donc qu'on surnomme Dent de Fer, qui lui est un être qui se fiche un petit peu des oiseaux. En fait, il ne leur témoigne pas ni respect, ni amour, ni grand-chose en fait. Il voit surtout dans ces oiseaux, notamment les canards sauvages, des pots de vin à distribuer aux notables du coin, bien que le braconnage soit interdit et que sa mission à lui en tant que chef de la réserve ornithologique, c'est bien sûr d'éviter le braconnage et de s'occuper au mieux de ces animaux. Ça l'arrange bien en fait que Noiraud ait perdu la mémoire et soit un peu simple d'esprit, puisqu'il peut faire ses petites magouilles dans son dos et que son collègue ne se rend compte de rien et ne questionne pas ses petites magouilles. Sauf que cette année, il semble que Noiraud retrouve un petit peu de sa vivacité d'esprit, retrouve des bribes de souvenirs. Et ça ne l'arrange pas du tout, puisqu'il a prévu, comme d'habitude, d'aller distribuer ses canards sauvages en échange de faveurs, d'argent, etc. Donc de continuer ses petits jeux d'influence. Et Noiraud découvre à un moment une plume de canard dans l'un des filets de la réserve qu'il n'utilise pas lui-même, et donc il commence à se poser des questions et demande des comptes à son supérieur. On va alors suivre les péripéties de ces deux hommes, donc Dent de Fer qui va essayer de se justifier, de préserver sa réputation, d'éviter les dommages collatéraux suite à toutes ces petites embrouilles avec les uns et les autres, ce qui est assez truculent. Et on va suivre également le Noiraud qui, tout au long des jours passés dans la réserve ornithologique, va se questionner, va aussi nous partager ses pensées autour de la vie sauvage, du comportement des oiseaux, de la migration. Pourquoi certains habitants du village près de la réserve n'aiment pas les migrateurs, parce que ce serait la classe riche des oiseaux qui pourrait se permettre de partir en vacances au soleil, alors que les corbeaux, eux, restent, quel que soit le climat, quels que soient les obstacles, ils vont rester dans leur village. Il y a tout un tas de réflexions assez amusantes à ce sujet, au sujet du comportement des oiseaux. Et petit à petit, en ville, va naître une rumeur concernant les oiseaux migrateurs, et les habitants qui avaient tendance à justement se méfier d'eux, à ne pas trop les apprécier, vont au contraire se rendre compte à quel point les oiseaux migrateurs peuvent être des justiciers. Donc je vous en dis pas plus, que vous le découvrirez en le lisant, mais il y a des passages qui sont très drôles et des passages qui sont très tendres aussi. Donc c'est une très bonne découverte. Je ne connaissais pas l'autrice, mais je sais qu'elle a écrit d'autres livres qui m'avaient déjà intriguée. J'avais déjà eu envie de lire un autre de ses livres, je ne me souviens plus le titre, mais je pense que je vais creuser un petit peu son œuvre, parce que j'ai souvenir que ça m'attirait assez, tout ce qu'elle écrit. Voilà pour Le courage des oiseaux migrateurs. J'ai découvert ensuite Faune de Christiane Vadnais, qui est publié aux éditions La Talente, qui est un court texte, un recueil de nouvelles en fait, sur le thème de la mutation, la transformation, l'adaptation du corps humain à l'avenir, à la vie dans le futur. C'est assez... c'est parfois assez sombre, parfois assez effrayant, mais j'ai vraiment apprécié l'écriture, l'ambiance qui est vraiment nimbée de mystère, et beaucoup de personnages en fait ne comprennent pas ce qui leur arrive, parce que leur corps change, ils sont confrontés à des choses qu'ils appréhendent difficilement en fait, ils sont pas sûrs de ce qu'ils vivent, voilà, il se passe l'environnement, la nature environnante parfois se met à revêtir des atours assez effrayants, assez hostiles, et eux sont là tout petits à essayer de comprendre ce qui leur arrive. Ça peut passer par une épidémie, et voilà, une épidémie assez destructrice, et le corps des uns ne supporte pas et succombe, tandis que d'autres personnes parviennent à s'en sortir, mais au prix de quelques changements internes. Ça peut être
La première nouvelle, c'est une femme qui se rend dans, je sais plus si c'est des thermes ou des bains, enfin bon, pour se reposer, pour se prendre un gros week-end. Et elle va rencontrer là-bas une autre femme qui a un comportement très étrange, qui tout de suite souhaite se rapprocher d'elle, enfin, passer du temps avec elle. Euh, et, euh, et en fait, cette femme, par son comportement parfois très intrusif, très bizarre, va commencer à inquiéter notre personnage, notre personnage féminin. Et voilà, et elle va se rendre compte que à un moment, il est trop tard. En fait, elle l'a trop laissé approcher et il commence à se passer des choses voilà, qui lui font peur, qu'elle ne comprend pas. Bref, en fait, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est assez indescriptible finalement, mais une ambiance qui est très envoûtante en fait. Vous vous laissez plonger là-dedans et il faut accepter de ne pas tout comprendre, mais j'ai trouvé ça, voilà, c'est une ambiance que moi j'aime bien. C'est du bizarre, des mutations, des personnages qui sont obligés de faire face à l'inconnu, à l'incompréhensible. Et il en résulte quand même, malgré le côté parfois un peu effrayant et noir, il y a quand même une sorte de grande poésie qui s'en détache. Et ça nous pose des questions quand même. Enfin, vous pouvez soit le lire comme un recueil de nouvelles fantastiques, ça marche aussi, mais je trouve qu'il y a quand même une dimension un peu philosophique derrière de en fait comment on va s'adapter parce on a quand même flingué beaucoup de choses dans le monde, dans l'environnement, dans la nature et ça ne sera pas sans conséquences, c'est pas possible. Et à un moment peut-être que les conséquences vont nous tomber dessus d'une façon à laquelle on s'attend pas. Il faut être prêt à tout. Donc voilà pour Faune que j'ai trouvé vraiment très bien. De toute façon, La Talente en général, je suis plutôt convaincue de base, donc c'est pour ça que j'avais très envie de découvrir celui-ci et j'ai pas été déçue. Le prochain roman que j'ai lu, c'est vraiment une merveille. Je l'ai adoré. Je trouve que c'est, pour l'instant, de ce début d'année, une de mes plus jolies lectures. Ça nous raconte l'histoire de Yui, qui est une femme qui a perdu sa fille et sa mère dans le tsunami de 2011 au Japon. Et qui depuis n'arrive pas à vivre sa vie. En fait, couvre une dépression latente. Il y a quand même une douleur qui est là, qui reste et qui ne s'en va pas. Et elle anime une émission de radio où elle reçoit des messages d'auditeurs, etc. Et c'est durant l'une de ces émissions qu'un auditeur appelle et lui parle du téléphone du vent, qui est une cabine téléphonique implantée dans un grand jardin quelque part au Japon. Et on dit que cette cabine téléphonique permet de communiquer avec ses défunts. Donc Yui, qui a toujours en tête l'image de sa mère et de sa fille, de tout ce qu'elle n'a pas pu leur dire, de cette catastrophe, décide sur un coup de tête de s'y rendre pour leur parler. Et lorsqu'elle arrive au lieu-dit, elle se bloque, en fait, elle n'arrive pas à saisir le combiné et à parler, il y a quelque chose qui l'en empêche. Mais néanmoins, le fait de se trouver à proximité de cette cabine, de se trouver dans ce jardin paisible qui est géré par un vieil homme qui voit sans arrêt arriver des personnes qui ont perdu quelqu'un et qui les traite avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'attention, ça lui fait quand même du bien. Là-bas, elle va rencontrer Takeshi, qui est un père célibataire puisque lui a perdu sa femme dans le même tsunami et il élève désormais seul sa petite fille. Et entre eux va se nouer immédiatement une grande tendresse puisqu'ils sont reliés dans ce deuil, dans cette douleur, ils se comprennent et ils vont régulièrement revenir dans ce jardin auprès de ce téléphone du vent alors qu'ils habitent très loin, donc ils prennent l'habitude de faire le trajet de plusieurs heures en voiture ensemble et au fil des mois, au fil des années va se nouer entre eux une relation très douce, très belle et Yui va petit à petit prendre une place aussi dans la vie de la petite fille de Takeshi. C'est une relation qui va la troubler aussi puisque elle a perdu sa propre fille et cette gamine pour qui petit à petit elle se prend d'amour ça va réveiller des choses qui sont à la fois très belles et très douloureuses en elle. Enfin bref, c'est vraiment c'est une perle, c'est un très beau roman sur la résilience, sur le pardon, sur le deuil, sur l'amour aussi bien sûr. Et vraiment moi je le conseillerais à tout le monde, c'est très beau. Voilà, je sais pas quoi en dire d'autre, c'est très beau. Lisez-le. J'ai lu ensuite un
je crois que c'est un premier roman danois qui s'appelle La carapace du homard et que j'avoue, je ne me souviens pas exactement de tout ce qui se passe dans ce roman parce que là je vous fais la vidéo de tête, en fait j'ai pas spécialement relu de notes ou quoi. Donc je sais que je l'ai bien aimé et je sais que le thème quelque chose qui m'a vraiment paru super intéressant et assez joli, c'est le thème principal de donc, tout ce qui arrive à nos personnages, à savoir l'apparition, la réapparition, la disparition, tout ça au sein de relations familiales qui peuvent être très complexes. Donc disparition parce que quand certaines personnes décèdent ou sont trouvées, évidemment elles disparaissent. Réapparition parce que on n'est pas au bout de ces surprises, il se pourrait que ces personnes puissent revivre, réapparaître d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans des souvenirs, dans des visions, ou ça peut aussi être des personnes qu'on a perdues de vue depuis longtemps, avec qui on a eu une histoire, une aventure, mais qui n'a pas duré, qui réapparaissent dans notre vie. Enfin, vous voyez un petit peu les différents thèmes. Les personnages principaux sont une fratrie, donc 2 sœurs et un frère, qui vivent maintenant un peu chacun de leur côté, donc qui ont encore des liens. La grande sœur vit aux États-Unis, mais l'autre frère et sœur vivent plutôt proches, mais voilà, chacun ayant une vie assez différente, une façon de vivre assez différente. Et au moment où commence l'histoire, ils vont se recontacter, se rapprocher pour différentes raisons. Et en fait, ça va tourner autour des relations familiales, amoureuses, humaines, qui sont complexes, qui sont pas forcément toujours faciles, mais qui peuvent néanmoins toujours se recomposer, se recoller quand quelque chose a été cassé. Donc le thème est assez joli. Et je me souviens que j'ai trouvé très agréable la plume de l'autrice, que c'était une bonne lecture, mais j'en ai des souvenirs totalement flous en fait. Je ne sais même plus exactement ce qui se passe. Mais voilà, je vous conseille, désolée pour le petit bruit, je vous conseille néanmoins, si vous êtes un peu curieux de littérature danoise et que vous ne connaissez pas trop, de vous y plonger parce que pour moi ça a été assez agréable malgré le peu de souvenirs que j'en ai. Et pour terminer avec le mois de mars, le mois des autrices, j'ai lu 2 essais. Donc je ne les ai pas lus en entier, chacun je les ai commencés, j'en suis peut-être à la moitié. Mais les essais, je prends mon temps, je me permets de les arrêter, de faire une petite pause pour lire des romans, de les reprendre après. Donc je les continuerai, je les terminerai je pense, parce qu'ils sont tous les deux très intéressants. Mais pour l'instant, je n'ai lu que la moitié de chacun d'entre eux. Donc le premier, c'est celui-ci de Léane Alestra, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, qui est pour l'instant, de ce que j'en ai lu, très intéressant, très pertinent. Ça va nous parler, si je vous le résume en vraiment condensé, d'injonctions parfois totalement contradictoires envers les hommes, injonctions donnée par la société, par les hommes entre eux, parce qu'on vit dans ce contexte-là. C'est-à-dire que les hommes doivent montrer qu'ils aiment les femmes, montrer qu'ils aiment séduire les femmes, qu'ils peuvent même les collectionner, voilà, qu'ils sont des amants de femmes. Mais en même temps, les hommes ne doivent pas trop aimer les femmes parce qu'il faudrait pas trop leur ressembler par exemple. Il faudrait pas adopter trop d'attitudes féminines parce que on aimerait ce que représentent les femmes et on voudrait s'en rapprocher. Non, ça il faut pas trop parce que si on aime trop les femmes, on peut être taxé parfois d'homosexuels et les hommes ont une double injonction à la virilité, c'est-à-dire à vraiment montrer qu'ils font partie du clan des boys, quoi, du clan des mecs, des vrais mecs. Donc il faut fréquenter des hommes, il faut montrer qu'on fait partie par tout un tas de codes, de règles, d'attitudes, parfois très théâtralisées. Et en même temps, il faut pas être trop proche des hommes non plus, parce que, rebelote, il faudrait pas être trop homosexuel, hein. Il faudrait pas trop aimer ses pairs. Enfin bref, là, je sais pas si je suis très claire, mais j'ai essayé de vous le faire en résumé. Mais c'est vraiment hyper intéressant, hyper juste en fait, je trouve, parce que effectivement, on se rend bien compte que ces injonctions contradictoires font que, en fait, il y a des hommes qui doivent être totalement perdus, à pas savoir comment agir pour montrer qu'on est un vrai homme et en même temps se rapprocher des femmes, montrer, enfin, voilà, c'est...
Je vous conseille en fait vraiment de le lire parce que c'est bien documenté, c'est bien écrit, le propos est très détaillé. En fait, elle rentre vraiment dans le fond d'une réflexion très intéressante qui est étayée par beaucoup de lectures, beaucoup de visionnages, de documentaires, de lectures d'ouvrages. Donc c'est un très beau travail, enfin vraiment, c'est un travail qui va mêler de la philo, de la socio, des observations personnelles. Donc vraiment je vous le conseille, homme ou femme, hein, peu importe, plongez-vous dedans parce que ça fait réfléchir, c'est toujours hyper important et c'est des questions très très actuelles. Je pense que une fois en fait qu'on en aura fini avec ces dictats de comment on doit se comporter quand on est un homme, comment on doit se comporter quand on est une femme, enfin en fait c'est vraiment des trucs dépassés maintenant et du coup je pense que si on vivait tous juste notre vie, qu'on assumait tous voilà, qui on est, ce qu'on a envie d'être, comment on a envie de se comporter, bon, dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr. C'est-à-dire que si on a envie de tuer des gens, bon, à un moment c'est pas possible. Je digresse. Mais voilà, si on assumait juste tous un peu plus qui on était sans se prendre des réflexions, des moqueries et des dictats stupides, le monde irait beaucoup mieux. Et on peut commencer à réfléchir là-dessus en lisant des essais et par exemple celui-ci que je vous conseille qui est très bien fichu. Donc c'est aux éditions Lattès. Et donc le deuxième essai, c'est celui-ci. Bon, j'avoue, je termine pas par le sujet le plus facile ni le plus joyeux. Néanmoins, c'est un ouvrage qui est très intéressant, qui est pas toujours facile à lire, hein, évidemment. Mais j'avais quand même envie de découvrir cette grande enquête qui a fait quand même un petit peu de bruit quand c'est sorti et qui me semble intéressante et très importante pour comprendre les mécanismes de la société d'aujourd'hui et pourquoi l'inceste est à ce point répandu, parce que c'est beaucoup plus répandu que ce que je pensais et je pense que n'importe qui lirait cet ouvrage serait étonné vraiment du pourcentage de personnes que ça représente et de la fréquence à laquelle ça revient dans les familles, alors qu'on peut s'imaginer que ce sont des actes isolés commis par quelques monstres un peu timbrés. Et en fait, c'est presque une institution, enfin en fait c'est presque normal entre guillemets, alors bien sûr normal, enfin vous me comprenez quoi. Parce que y a une grosse omerta autour de ce sujet depuis très longtemps et parce que y a aussi beaucoup de personnes qui ne parlent pas, qui n'osent pas parler, et parce que en fait la loi du silence règne de génération en génération, et souvent ceux qui commettent ces actes ont eux-mêmes été abusés dans l'enfance. Enfin, y a un truc comme ça qui revient parce qu'il y a trop de non-dits, parce que ce problème n'est jamais résolu, et du coup de génération en génération ça se reproduit. C'est une enquête qui est assez dense, donc je vais pas pouvoir vous en dire trop, ni rentrer trop dans les détails, mais Dorothée Ducy a fait un gros travail de questionnement. Donc elle est allée en prison interroger des personnes qui sont coupables d'inceste pour essayer de comprendre les mécanismes en fait, et elle explique que c'était au bout d'un moment très difficile parce que elle s'efforçait de ne pas juger, de poser des questions en écoutant vraiment la réponse de ses interlocuteurs, voilà, d'essayer de rentrer dans leur tête en fait, de les comprendre, puis de les forcer enfin s'ils le voulaient bien, en fait elle force personne, mais à expliquer ce qui s'est passé pour eux, en fait, pourquoi ils se sont permis de faire ça, pourquoi ils se sont pas arrêtés, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, elle disait qu'au bout d'un moment, elle était obligée d'opérer un espèce de dédoublement d'elle-même où une partie de son esprit s'échappait ailleurs parce qu'il y avait des paroles qui étaient très dures à entendre, et qu'au bout d'un moment, si elle ne faisait pas cet effort de dissociation, de se couper en partie de ce qui était dit, ça aurait été trop dur pour elle, pour son moral, pour sa psyché. Mais néanmoins elle est allée jusqu'au bout, elle a fait vraiment un gros travail, et voilà, c'est une enquête, une étude qui est très intéressante sur un sujet qui reste hyper problématique, hyper présent dans la société française, mais pas que. Donc je pense que ça reste quand même un ouvrage important à découvrir. Voilà, bon, désolée de terminer sur cette touche pas très joyeuse. C'est vrai que j'avais pas spécialement pensé
la chronologie des présentations, en fait je vous les ai présentées dans l'ordre dans lesquels je les ai lus et les essais en dernier. Voilà, bon, ne nous démoralisons pas trop quand même. Il y a quand même beaucoup de belles lectures qui sont moins douloureuses à lire que je vous ai présenté précédemment. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en découvrir certains. Moi en tout cas j'ai passé un très bon mois de mars, j'ai vraiment découvert de super plumes, super romans. Je suis très contente m'être donné cette contrainte de lecture, et d'ailleurs c'est pas la première année que je le fais, et je le referai tout le mois de mars parce que je me rends compte à quel point il y a encore beaucoup d'autrices, notamment assez célèbres, que je ne connais pas du tout, et aussi à quel point on peut vite passer à côté d'autrices qui ont un propos vraiment intéressant, une très belle plume, parce que voilà, leurs romans sont noyés dans la masse, n'ont pas forcément beaucoup de publicité et sont pas forcément chroniqués. Et ça, je sais que je fais toujours cet effort, pas que avec les autrices, hein, avec les auteurs aussi, d'aller regarder les livres qui n'ont pas été chroniqués, dont on n'a pas parlé, mais qui malgré tout me semblent intéressants, et je fais souvent cet effort d'aller vers ce dont on ne m'a pas parlé, et je découvre vraiment des perles, donc je continuerai à faire comme ça. J'espère que ça vous a plu, et voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et un bon mois d'avril, puisque du coup on n'est plus en mars depuis un moment. Salut!